en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, La gaieté me sidère de Clarisse Michaud, paru aux éditions Oura en 2024. Ce recueil poétique retrace l'expérience d'une spectatrice regardant le film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, qui raconte le quotidien d'une jeune veuve, mère d'un adolescent, une ménagère enfermée dans la routine d'une vie. Le désarroi des aléas, du désœuvrement, son désespoir et leur monotonie dans l'enchaînement des jours sans variété. Le recueil s'inscrit dans une tension entre la narration poétique de la vie quotidienne de Jeanne Dielman et les éléments répétitifs, obsessionnels, faits de séquences poétiques brèves. Le temps de faire les choses, le temps de voir les choses se faire. Une forme de métaphysique de l'ordinaire et de l'imperceptible que sa profondeur transforme en expérience du présent absolu. Je ne peux pas dépenser même un centime d'euros potentiels en regardant Jeanne Dielman. Je n'ai rien envie d'acheter, pas même un œuf, puisque cette femme, qui n'est même pas laide, me coupe de tout désir, sinon de sortir de l'attente. Jeanne a ouvert la porte au client. Le client a ouvert la braguette de son pantalon. Bénédicte et Nicole, les cadreuses, ont ouvert le plan sur le couvre-lit de Jeanne Dielman. Jeanne, écrasée par le poids du client, ouvrait, les yeux grands, ouvrait sa paume pour le rejeter ou le garder distant, ouvrait le moins possible ses jambes. Puis le client est venu sur Jeanne, ou dans Jeanne, puis le client est allé, comme un animal triste, après le chant du coq, n'a pas tenu ses paupières ouvertes. Et là, Jeanne s'est levée. C'est là que Jeanne a ouvert. La carotide du client, et la veine ouverte, a ouvert une brèche pour que les spectatrices du cinéma respirent à bouffées plus larges, sans que l'on ouvre la bouche. Une guerre s'est ouverte à l'intérieur de moi. Je suis un petit peu soulagé, et la pression qui s'exerçait sur mes côtes se relâche de quelques centimètres quand Jeanne Dielman revient dans la cuisine. Et je suis soulagé, car même si tout ce que produit le travail est fait pour être absorbé presque immédiatement, et même si dans le processus vital, cette consommation régénérant le processus vital est provisoire, et même si la régénérescence qui suit le travail n'est que la possibilité du travail renouvelé, et même si le travail ne fait que reproduire, et même si ce qu'il reproduit n'est qu'une force de travail usée et nécessaire à l'entretien du corps, et même si les fatigues et les peines ne prennent fin qu'à la mort de l'organisme, et même si J.D. vit encore et que l'homme en Marcel est mort, qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve ne trouveront dans ce sol lavé, comme une grève, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Aussi la faim, focalisée sur ces mains sales de sang, ne coïncide plus avec le début d'un cycle, et nous parlerons de fleurs. Et nous parlerons de fleurs, et rien ne pourra ruiner l'élémentaire bonheur de ce que nous sommes en vie, Jeanne et moi. J'ai l'intuition que c'est beau comme un tableau du Caravage,
la moitié de son buste, sans tête répétée. Sur la brillance de sa table à manger, Gidée est accoudée, les mains jointes. Sa tête s'appuie dans le vide. Les lumières des enseignes qui font face à l'appartement balaient son visage pacifique, et ses mains, sales de sang, sans insister sur le carnage, préfèrent à la boucherie la trêve triste du visage. Et je regarde cette piéta lente, et j'attends que l'éternité me passe. Et, ô douleur, et, ô douleur, et le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge, et le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Si la personne qui parle dans ce texte devait vous écrire une lettre, je crois qu'elle dirait ceci. J'ai été voir un film au cinéma alors que je n'avais pas envie de le voir. Je n'avais pas envie de le voir parce que j'étais persuadé qu'il était bien, et même qu'il était parfait. Je savais que ce film était une œuvre d'art et que je serais obligé d'en convenir. Oui, c'est une œuvre d'art, ce film est parfait. Il est très bien parce qu'il ne s'y passe rien. C'est une idée. Filmer une femme qui pèle des pommes de terre et qui les cuit sans jamais couper la scène, c'est une très bonne idée. Il fallait le faire. Maintenant c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera d'autre au cinéma? On se le demande. Il y a des gens qui se le demandent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut faire encore après ce film? Ce n'est pas une question que je me pose. C'est une question interne au cinéma qui ne me regarde pas. Ce n'est pas une question que je juge ni que je méprise. C'est plutôt une question qui m'ennuie. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller voir ce film. À cause de la question et de l'idée. Je me disais que ce film tenait en une idée et qu'il suffirait de l'énoncer pour y avoir accès. Les gestes banals d'une femme au foyer sont filmés du début jusqu'à la fin sans suspense. Une fois que l'idée est dite, ça ne change rien d'aller voir le film ou de ne pas le voir. Je savais aussi qu'elle se prostituait et qu'elle finissait par tuer un de ses clients. Mais je savais que ça aussi ce n'était pas un événement et que c'était comme tout le reste. C'est-à-dire que comme tout le reste, c'était soumis à cette idée. Tout sur un même plan, la vie filmée toute plate et voilà tout. Puis j'ai quand même été le voir, par orgueil, pour dire je l'ai vu. Soit pour dire je l'ai vu et c'est un grand film, soit pour dire tout l'inverse et dire par orgueil je l'ai vu mais franchement on en fait un peu trop autour de ce film. Je m'étais préparé mentalement à m'ennuyer, mais je me suis rendu compte qu'on n'est jamais préparé face à l'ennui. C'était dur et c'était pénible. Au bout de 3 heures, vraiment c'était dur. J'ai fait comme je faisais petite quand je m'accrochais au bras de ma mère pour partir et qu'elle continuait à parler avec d'autres personnes et que je n'avais pas de téléphone ni de jouet. J'ai accroché mon œil à des détails, le cordon du rideau, un défaut dans le papier peint. J'ai trouvé des occupations très circonscrites, très localisées. J'ai regardé encore cette femme nettoyer des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées. Puis je l'ai vue s'affaler dans son canapé. Et là, il s'est passé une chose grandiose. Une chose qui n'a rien à voir avec une idée. 5 minutes auparavant, j'étais excédé. J'aurais voulu sortir de la salle de cinéma pour prendre l'air. Mais à ce moment-là, c'était terminé. J'étais conquise. J'aurais parlé, je serais passé pour une illuminée. Je ne sais pas le dire autrement. Cette femme m'a infligé une durée que je ne connaissais pas. Pourquoi étais-je resté? J'étais resté juste pour voir. En même temps, il y a si peu à voir. En 10 minutes, on a tout vu. J'étais resté pour voir, et j'avais vu une chose qui m'a ensuite forcé à écrire. Pendant des jours, je suis resté hanté par Jeanne Dielman. Et il n'est pas un jour qui se passe sans que je ne pense à elle. Jeanne Dielman est un problème de durée. C'est une chose qui dure et qui vous rend malade. Elle vous empoisonne de durée, au point que la solution du problème devient la durée elle-même.
Je devine bien ce que l'on peut penser depuis un point de vue extérieur. Une vie ne change pas à cause d'un film. Mais il y a eu cette autre chose sans rapport en apparence avec Jeanne Dillman et qui m'incline à penser le contraire. Cette autre chose s'est mise en lien avec Jeanne Dillman, parce qu'elle a coïncidé avec une même séquence de vie. Peu de temps après avoir vu Jeanne Dillman au cinéma, je suis parti en vacances dans le sud. J'ai logé chez un homme avec lequel j'entretenais une relation platonique. Très vite, ce qui devait constituer une bouffée d'oxygène s'est transformé en sensation d'enfermement. J'ai compris que cet homme me désirait dans le corps et que pour une raison qui m'échappait, je m'alignerais sur son désir. Tout m'invitait à m'éloigner de cet homme que je n'étais pas certaine de désirer. Tout m'invitait à fuir, à partir en courant. Je suis resté, en dépit du climat de violence qui s'instituait entre nous, et en dépit du danger que je courais peut-être à demeurer dans sa maison. Je ne me suis pas expliqué tout de suite la raison pour laquelle j'ai persévéré dans l'inconfort. Une fois tiré de situation, la chose m'est apparue dans une évidence crue. J'étais resté en vertu d'un principe aussi simple qu'insensé. J'étais resté pour voir. De façon confuse, c'était la leçon de Jeanne Dillman que je m'appliquais à restituer. Rester. Rester même quand on sait ce qui va se passer. Mais cette analogie est délirante et j'en ai conscience. Elle est source de plus d'interrogations que de réponses. Jeanne Dillman ne comporte aucun danger. Tout ce qui nous guette en sa compagnie, c'est l'ennui. Avec Jeanne, on sait qu'il ne se passera rien, car on sait d'avance qu'elle ne fait que peler des pommes de terre. On sait aussi qu'on est au cinéma et qu'on n'y risque pas notre intégrité physique. Chez cet homme, c'était l'inverse. Je pressentais de l'aventure et je pressentais de l'action. En un sens narratologique, c'est tout l'inverse. C'est même l'opposé de Jeanne Dillman. Les jours passés chez lui se déploient comme une histoire, avec un début et un climax. C'est plein de suspense et de rebondissements. Il y a de la tension, et suffisamment pour construire un récit. C'est d'ailleurs tout ce qui m'a toujours fait vibrer. C'est ici que Jeanne Dillman a changé ma vie. Jeanne Dillman a mis un point à cette certitude. À la lumière de Jeanne Dillman, le temps structuré par l'action a perdu de son relief. Il a cessé de constituer le point culminant de ma curiosité. Le temps structuré par l'action me paraît désormais limité à un niveau de sens étriqué, celui de l'événement. La vie de Jeanne est tout autre. Pas une seule action, que des actes. Laver le carrelage égale une unité. Épousseter les bibelots égale une unité. Cirer des souliers égale une unité. Rabattre le couvre-lit égale une unité. Rendre un service sexuel égale une unité. Nouer une écharpe égale une unité. Tuer le danger égale une unité. Jeanne Dillman ouvrait donc le champ pour un autre cinéma. Un cinéma par-delà l'événement ou par-delà le danger. De cette manière, elle posait une question qui ne devait plus concerner le cinéma seul. Elle assassinait mon obsession pour l'aventure, autant qu'elle effritait le crédit dont mon imaginaire avait doté plus avantageusement les hommes que les femmes. En plantant une paire de ciseaux dans la jugulaire de ceux qui prétendent générer du suspense, elle me rendait plus que jamais disponible à celle à qui l'action se refuse, mais dont la vie est faite d'actes. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.